Nous sommes 40 mètres sous terre dans une mine d'orpaillage. Ils sont en train de chercher du minerai d'or. Il fait une chaleur presque épouvantable. On est en train de manquer d'oxygène. Heureusement, il n'y a pas trop d'éboulement. Mais c'est ça la réalité de l'orpaillage. Bienvenue au cœur de la ruée vers l'or, au Burkina Faso. Depuis quelques années, l'exploitation artisanale de l'or, appelée orpaillage, est en plein boom au Burkina Faso. Le secteur fait vivre près du tiers de la population. Parce que quand tu prends les Burkinabés, on est 6 millions qui travaillent dans l'orpaillage. Les orpailleurs envahissent les mines d'or et sont prêts à tout pour quelques pépites. Passer des journées entières à 100 mètres sous terre et braver la mort, manipuler des produits hautement toxiques. Un orpailleur, c'est quelqu'un qui risque sa vie pour son pain quotidien. Rien n'arrête ces chercheurs intrépides. Le Burkina Faso séduit aussi les investisseurs du monde entier, attirés par les richesses du pays. Le Burkina Faso, c'est un Eldorado ? Oui, c'est un Eldorado. Il y a beaucoup d'or et beaucoup d'opportunités ici. Comment l'État régule-t-il le secteur de l'or ? Parviendra-t-il à redistribuer les richesses au plus grand nombre ? Je m'appelle Régis Kamdem, je suis journaliste. Voici mon enquête au Burkina Faso, au cœur de la ruée vers l'or. L'enquête commence par une chasse au trésor, chez ce bijoutier de Ouagadougou. Sa spécialité, les bijoux en or. Dans quelques heures, une riche cliente viendra récupérer cette parure de 3 millions de francs CFA. Tout est fait à la main. Le bijoutier s'approvisionne en or auprès de cet orpailleur, qui livre régulièrement des petits lingots. Les orpailleurs burkinabés, qui sont réputés dans toute l'Afrique de l'Ouest pour leur savoir-faire unique, chercher l'or de manière artisanale dans des mines souterraines. Au Burkina Faso, l'or est présent sur une grande partie du territoire, comme le montre la carte géologique du pays. Les gisements d'or se trouvent dans les ceintures de roches vertes. Pour en savoir plus sur les méthodes de travail des orpailleurs, je me rends dans la ceinture de Gorène, à 200 km au nord de Ouagadougou. Des heures de route pour atteindre ce gigantesque village sorti tout droit d'un western. Cette immense cité poussiéreuse est assise sur un gisement exploité par les orpailleurs depuis une quarantaine d'années. Derrière moi, c'est Alga, l'un des plus grands sites d'orpaillage du Burkina Faso. Selon les périodes, plus de 10 000 orpailleurs viennent peupler cette immense étendue avec un rêve, celui de faire fortune dans la ruée vers l'or. L'or est enfoui sous la terre. Pour y accéder, les orpailleurs creusent des trous profonds. Il y en a des milliers à Alga. Un peu partout sur mon chemin, je croise ces trous. Ce sont d'anciennes galeries où les orpailleurs s'enfonçaient pour aller chercher du minerai d'or. Il y a eu des éboulements ici. Elles sont complètement évacuées, mais ça coûte trop cher de les reboucher. Alors elles sont laissées à l'abandon avec un risque, c'est que quelqu'un par mégarde s'écroule à l'intérieur et ne perde sa vie. À Alga, les orpailleurs doivent creuser à plus de 100 mètres de profondeur pour trouver un filon. Mais il est impossible de savoir à l'avance si on creuse au bon endroit. De plus, l'orientation et l'épaisseur du filon sont irrégulières. L'or est emprisonné dans la roche sous forme de particules. Il faut remonter des tonnes de cailloux pour trouver quelques grammes d'or seulement. L'orpaillage est donc une activité sans garantie de résultat. Pour m'en rendre compte, je pars à la rencontre d'Isaac, un orpailleur de 28 ans qui espère bientôt trouver de l'or. C'est vous le patron ici? Ouais. Ça fait combien de temps que tu travailles ici, Isaac? Bon, ça vaut 2 ans comme ça.
Ça va? Bonjour, ça va? Isaac loue un emplacement au propriétaire du site. Ses ouvriers viennent de finir de creuser un trou directement dans la montagne. La roche est tellement dure qu'ils ont dû utiliser de gros marteaux-piqueurs. Pour ces travaux, Isaac a déjà investi beaucoup de temps et d'argent. Qu'est-ce que vous faites ici? Bon, on attend de creuser. Bon, ça vaut 130 mètres. Ici, tu gagnes 30 millions comme ça. Il faut 30 millions de francs CFA pour atteindre 120 mètres de profondeur. Ça prend combien de temps pour creuser 120 mètres? Ça prend combien de temps? Bon, l'état là, non. Bon, ça vaut une année. Un an? Un an de labeur et des millions de francs CFA en équipement. Le prix à payer pour espérer atteindre un filon. Alors, pour rentabiliser cet investissement, les orpailleurs travaillent comme des forçats. Mais la galerie est loin d'être prête. Les parois de la montagne peuvent s'effondrer à tout moment. Pour empêcher les éboulements, Isaac a demandé à ses ouvriers de renforcer le système de cale en bois, une opération très délicate. En saison de pluie, les éboulements sont encore plus fréquents. Pris au piège sous terre, les accidentés n'ont quasiment aucune chance de survie. Et pour les équipes de secours, les missions de sauvetage sont très difficiles. Les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour engager des équipes dedans. Également, sur le site aussi, nous n'avons pas eu de personnes ressources qui puissent nous dire, nous citer exactement les lieux où se trouvent des victimes pour pouvoir accéder. Chaque année, des milliers d'orpailleurs meurent ensevelis au Burkina Faso. Alors, en surface, Isaac reste en alerte, prêt à évacuer en urgence. Pour garder le contact avec ses creuseurs, il a mis au point un système astucieux. Bon, ouais, si tu fais allô, les gens qui sont dedans, ils entendent. Allô? J'ai entendu. Ça, c'est le téléphone des orpailleurs. Un tube qui va jusqu'au fond, à 150 mètres sous terre. Il n'y a pas d'unité, bon, pas de réseau, même pas l'ensemble. Faites tout. S'il a soif, s'il a faim. S'il a faim, si vous voulez sortir, aller scier, s'il a besoin de l'eau, bon, c'est ça. Et grâce à ça... Antenne sans fil. Voilà, c'est ça, c'est ça. Heureusement, Isaac et ses équipes n'ont pas connu d'accident mortel. Quelques heures plus tard, l'ouvrier parti surveiller les travaux au fond de la galerie remonte sans encombre. Si tout se passe bien, l'extraction du minerai pourra commencer dans quelques jours. Outre les risques d'éboulement, l'orpaillage est victime d'un autre fléau, le travail des enfants. Une pratique formellement interdite. Des jeunes issus de familles pauvres qui désertent l'école pour prêter main forte à leurs parents. Je retrouve Samba, un orpailleur qui me sert de guide. Une fois extraite des galeries, la roche de minerai est concassée manuellement. Une tâche indispensable confiée aux plus petits. Il a quel âge? Il a 12 ans comme ça. Et pourquoi il ne va pas à l'école? C'est parce qu'on ne l'a pas inscrit. Et tu connais ses parents? Oui, je connais son père. Son père est tout près là. C'est un orpailleur. Et c'est un orpailleur aussi. Il est fort, hein? Oui, il est fort. Et tu le payes combien? En général, peut-être il peut avoir 2000, 3000 par jour, mais il peut avoir 5000 souvent. Mais toi, quand tu vois un enfant comme ça, qui travaille, qui ne va pas à l'école, qu'est-ce que tu en penses? Vraiment, il part à l'école, c'est ça qui vaut mieux. Sinon, quand ça, c'est pas le travail d'un enfant. C'est très difficile. Et même le marteau est lourd, quoi que quoi. Donc... Je peux voir le marteau, mon grand? Ouais, quand même, hein? Ouais, ouais. Ça pèse combien à peu près? Là, ça vaut 2 kilos. Payé une misère, docile, cet enfant réalise une tâche essentielle. Il réduit le minerai en petits morceaux.
qui seront plus faciles à broyer par les machines. Au Burkina Faso, les enfants représentent près du tiers de la main-d'œuvre des mines artisanales. Faute de moyens, l'État est incapable de surveiller l'ensemble des sites, un vide qu'exploitent les orpailleurs. Les mineurs interviennent à toutes les étapes de la production, au péril de leur santé. Voilà, donc une fois que le minerai d'or a été concassé à la main par des enfants notamment, il est amené ici. Donc on voit des jeunes enfants toujours qui vont aller le mettre dans des broyeuses. Ce sont les machines qui sont là. Donc c'est un environnement extrêmement poussiéreux, très bruyant. Certains ont des masques, certains sont sans masque. Donc ils inhalent de la poussière. Leurs tympans sont exposés à des décibels assez importantes. Donc ça ne doit pas être évident de travailler ici. Donc voilà, c'est la machine, c'est la broyeuse. Voilà, ça c'est le minerai réduit à l'état poudreux qui va bientôt être lavé. Amadou, 14 ans, Koné, 13 ans, Babacar, 11 ans. La liste est longue. La poussière provoque de graves maladies respiratoires. C'est ce qui arrive à Mohamed, qui travaille ici depuis 3 ans. Il a déjà été hospitalisé à cause d'une inflammation des poumons. Malgré le risque, il semble prendre la situation à la légère. Pourquoi tu mets pas un masque? Pour protéger. Voilà. Mais pourquoi tu ne le portes pas? Et ça te protège. Bon ben voilà, il a un masque, mais il refuse de le porter. Il dit que ça le gêne. Pourtant, il est conscient que ça peut le rendre malade. L'appât du gain semble donc anesthésier toute raison. Malheureusement, la fièvre de l'or peut frapper encore plus tôt. Quelques mètres plus loin, je fais une rencontre bouleversante. Alors que les enfants de son âge sont censés mener une existence insouciante, Souleymane gagne sa vie comme creuseur et il est déjà habitué à braver la mort. Ici. Tu faisais quoi au fond? Au fond, on crève. Je rentre dans les trous là. Et puis je prends un kiosque et puis je crève là-bas. Tu aimes l'orpaillage? Oui, Qu'est-ce que tu aimes? j'aime l'or. J'ai fait 1 milliard, 4 milliards. 4 milliards? C'est beaucoup, hein? Et tu vas faire quoi avec 4 milliards? Je vais acheter ce que je veux. Si j'ai acheté, ce qui reste là, je vais partir donner à mon papa. Et si la pierre tombe sur toi? Je vais mourir. Tu as peur de mourir? Mais alors pourquoi tu vas dans le trou? Je cherche l'or. Et si tu meurs? Hein? Et si tu meurs alors? Fini. Si je meurs, seulement c'est fini. Venant d'un enfant de 11 ans, ces paroles font vraiment froid dans le dos. Sur le chemin qui mène à sa cabane, Souleymane m'apprend qu'il travaille sur le site depuis 3 ans avec son grand frère. Dans la chaleur de son abri, le jeune orpailleur avoue qu'il rêve d'une autre vie. Ah, merci. Mais je vais à l'école aussi. L'école même, c'est bon.
Tu vas aller quand à l'école alors? Ici, cette année-là, c'est passé. Moi, je vais rentrer. Et quand tu seras grand, tu veux faire quoi comme travail? Je vais être maître. Si j'ai gagné à l'école, je vais être maître. Je montre les élèves comment on fait. En attendant de retourner à l'école, Souleymane peut toujours faire carrière sur le site. Soit comme laveur de minerais, ou alors comme apprenti chimiste. Une fois le minerai lavé, la boue est traitée à l'aide de produits très toxiques, servant à séparer l'or de la roche. C'est quoi ces produits? C'est quoi ça? C'est de l'acide. Ok. Ah ouais, l'odeur est forte. Hein. Waouh. C'est fort, hein? Oh. Il a à peine versé, j'ai eu des effluves, ça m'a tout de suite attaqué le nez. C'est très fort. Hein? D'ailleurs, on l'entend au bruit, ça fait... Demande-lui quand il respire les fumées, ça... c'est dangereux, non? Demande-lui. Ça pique les yeux en plus. Hein? Ah oui. Ça les fatigue. Regardez, il souffre, les yeux le piquent. Voilà. Acide sulfurique à 96%. C'est un produit extrêmement dangereux et corrosif. Donc là, on voit qu'il le manipule sans aucune protection. Il inhale, problème respiratoire, risque de brûlure. C'est vraiment des conditions très dangereuses. Ces fines lamelles contiennent de l'or. Après traitement au cyanure, un autre produit interdit, elles seront fondues et transformées en petites pépites. Après utilisation, les produits dangereux sont reversés dans la nature, ce qui empoisonne les sols et les nappes phréatiques. Risque d'éboulement, travail des enfants, utilisation de produits toxiques interdits, l'orpaillage est donc une activité dangereuse. Mais que fait le gouvernement pour encadrer le secteur? Pour obtenir des réponses, je me rends dans le sud-ouest du pays, à plus de 600 km d'Alga. Je retrouve la Brigade nationale antifraude de l'or. La BNAF est une agence de l'État chargée de sanctionner les infractions liées à l'orpaillage. Aujourd'hui, 3 fonctionnaires sont en mission spéciale dans cette région elle aussi riche en or. Tandis que nous traversons un village, les agents aperçoivent une installation frauduleuse. Là, on arrive dans un petit village qui abrite un moulin clandestin, ce qui est complètement illégal. Les agents décident d'aller voir de plus près. Le propriétaire du terrain, un agriculteur, a installé un moulin pour broyer le minerai et un plan de lavage dans sa cour, ce qui est interdit. Mais à cause de la sécheresse, de plus en plus de fermiers se lancent dans l'orpaillage sans autorisation. Bonjour monsieur. Un phénomène que la BNAF essaye d'endiguer. Vous savez bien que pour exploiter de l'or, c'est réglementé. Voilà, on ne peut pas le faire comme on le veut. Voilà. Donc, parce que si vous faites ça, votre voisin le fait, quelqu'un d'autre le fait, vous amenez ce village où? Pourquoi au départ vous avez décidé de vous lancer dans l'or? Pourquoi? Bon, comme l'or là, c'est quelque chose qui donne l'argent la vite. J'ai vu mes amis qui étaient là, ils ne peuvent pas même payer un nouveau vélo. Ils ont sorti dans l'or là. 3 mois, il vient qu'il a gagné 4 millions. 3 millions. Il paye un gros moto, il construit sa maison bien, il circule. Devant moi ici, il est mieux que moi. Si je gagne peut-être 10 millions là, j'ai payé un tracteur de 6 millions. L'agriculture s'est évoluée sur place. C'est à cause de ça, moi, j'ai foncé dedans et ça m'a créé problème. Il a investi plus de 700 000 francs CFA sans rien gagner en retour. Pour ne pas l'accabler, la BNAF choisit de faire preuve de pédagogie. Pour l'instant, on pourrait bien dire qu'on va appliquer, mais c'est un conseil. Et comme vous êtes une personne influente, ça veut dire que vous allez aussi conseiller les autres dans le village pour que chacun quand même puisse respecter la loi. On souhaiterait que vous deveniez un grand agriculteur que d'être un orpailleur. Tout se termine bien pour l'agriculteur. La BNAF se montre clémente car il s'est engagé à arrêter l'orpaillage. Mais la brigade reviendra bientôt. En cas de récidive,
l'agriculteur sera passible de plusieurs mois d'emprisonnement et d'une grosse amende. Bon, Samy, tu nous guides? Plus loin, les agents de la BNAF sont alertés par Samy, le représentant du chef du village. Des milliers d'orpailleurs ont envahi les lieux et travaillent sans autorisation. Bien qu'ils soient armés, les fonctionnaires sont complètement impuissants pour ordonner la fermeture du site. Vous êtes la loi. Oui. Vous êtes armé. Qu'est-ce qui vous empêche de fermer un site qui est illégal comme ça? Justement, si nous arrivons à sortir vivant, il faut dire Dieu merci. Pour fermer un site illégal, ça veut dire qu'il faut venir en nombre suffisant. Il faut une opération spéciale. Là, il y a du renfort qui vient de Gawa, de Bobo. Et là, c'est plus d'une centaine, de 200, 300 police, gendarmerie, en association pour pouvoir bien équipés pour déguerpir. Ça veut dire que l'armée reste à côté. Voilà, l'armée même est là. Et puis nous laisse souvent. faire le travail. L'autre problème, c'est que beaucoup d'acheteurs d'or viennent s'approvisionner sur ces sites alors qu'ils n'ont pas de permis d'achat. C'est le cas de ce jeune homme qui tient un comptoir illégal. Ça va bien? Bonjour monsieur. Ça marche ici? Bonjour. Tu es en train de peser quoi? Tu as déjà acheté combien? Nous, on veut voir à quoi ça ressemble. L'État est censé prélever une taxe sur la commercialisation de l'or. Problème, ces comptoirs privent le gouvernement de plusieurs milliards de francs CFA chaque année. Pour tenter de remonter la filière, les fonctionnaires mènent leur enquête. Cet or que tu achètes, tu le vends où après? Bobo. Non, lui, il vend son or à Bobo. Bobo du Lasso. Ce monsieur il est pris en flagrant délit d'achat illégal. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans les normes, on devait l'arrêter. On ramasse tout le matériel, même l'or qu'on a vu ici, on doit pouvoir ça. Nous retrouvons Samy, le porte-parole des villageois. Il nous raconte que les orpailleurs ont envahi les lieux et se sont imposés sans que personne ne puisse les déloger. Et le fait qu'il soit le représentant du chef coutumier n'y change rien. Quand on va vouloir fermer, il y a des gens qui vont s'entêter de faire ça de force. Mais il y aura encore plus de problèmes, puisque tous les jeunes du village sont intégrés dans l'histoire de l'or. Et aujourd'hui, eux tous sont en train de gagner. Il faut aller voir les réalisations qu'ils ont faites. Les constructions, les engins, tout. Les jeunes du village se sont lancés massivement dans l'orpaillage clandestin. Aujourd'hui, le Burkina Faso compte près de 800 sites sauvages sur un total de 1000. Une ruée qui entraîne un appauvrissement considérable des ressources aurifères et qui alimente aussi une autre forme de criminalité, l'exportation illégale. Au Burkina, il y a la mafia. C'est la contrebande de l'or, ça, on sait, ça existe. Maintenant, il faut arriver à s'insérer dans cette mafia-là pour arriver à démanteler tout le réseau. En fait, c'est ça le véritable problème. Parce que c'est tout un réseau et c'est fermé. Contrebande, sites et comptoirs illégaux, production non répertoriée, les agents de la BNAF font face à des problèmes de taille. De leur propre aveu, il manque cruellement de ressources pour y faire face, car ils ne sont que 11 pour contrôler 1 millier de sites. Une faiblesse qui profite aux contrebandiers. J'ai rendez-vous avec un dénommé Robert. Il travaille dans l'or au Burkina Faso depuis presque 30 ans, notamment dans l'orpaillage. Il s'est spécialisé dans l'exportation illégale de l'or en dehors du pays, c'est ce qu'on appelle de la contrebande. Et il a accepté, sous couvert d'anonymat, de nous montrer le circuit que lui, contrebandier, utilise pour sortir l'or des orpailleurs. Bonjour Robert. On y va? Vous allez bien? Ça va. Ok. Ok, je suis prêt. Direction la frontière ivoirienne, à une vingtaine de kilomètres. La moto est le moyen de transport idéal pour passer inaperçu. Nous empruntons une route en terre, rarement contrôlée par les gendarmes. Jusqu'à présent, Robert n'a jamais été inquiété. Alors, l'or que vous transportez,
vous l'achetez où? Auprès de qui? Auprès des petits orpailleurs qui sont tout autour de ce petit village. Des sites sauvages, sans permis. Vous mettez quelle quantité d'or dans un sac comme ça? On peut mettre là-bas 5 kilos, on peut mettre 10 kilos là-bas. S'il y en a même jusqu'à 30 kilos dans un sac comme ça, on peut mettre. Pourquoi cet or, vous ne le vendez pas au Burkina Faso? Parce que c'est moins cher au Burkina. Si 1 kilo d'or au Burkina, tu fais par exemple les 5 millions. Peut-être arrivé à Lomé, on peut avoir en tout cas 15 millions ou bien le triple de ce qu'on devait avoir au Burkina ici. On ne comprend pas pourquoi c'est le même or et chez nous, c'est moins cher. En réalité, Robert revend son or à des réseaux criminels ivoiriens qui se servent du métal jaune pour blanchir leur argent. Afin de se procurer de l'or rapidement, ces réseaux font parfois flamber les prix, bien au-delà du cours mondial. Je veux freiner à droite. Son gars est là, il faut que vous arrêtiez la voiture, son gars est là. Devant nous, l'intermédiaire ivoirien. Robert lui remet la sacoche qui contient 200 grammes d'or. Mais j'apprends qu'on dit que tout le monde va. Et alors la frontière avec la Côte d'Ivoire, elle est où? Derrière cette colline. Si tout se passe comme prévu, Robert empochera 2 millions de plus que s'il avait vendu l'or au Burkina Faso. Mais ça vous pose pas de problème de faire une activité comme ça complètement illégale? Non, aujourd'hui, hein, chacun se cherche. On sait que c'est pas bien. On sait que c'est pas bien pour faire sortir de l'or, aller vendre, mais il n'y a pas autre chose que de chercher aussi. Mais aujourd'hui au Burkina Faso, qui sont les grands contrebandiers comme vous? Tous les responsables des sociétés privées sont des grands contrebandiers. Les petits qui ont un petit truc de rien du tout dans son petit sac là, c'est pas un fraudeur. Il y a des grands fraudeurs, je vous dis. D'après Robert, les entreprises spécialisées dans la commercialisation de l'or travailleraient en marge de la légalité. C'est ce que nous allons tenter de vérifier. Retour à Ouagadougou. Les entreprises qui commercialisent l'or s'appellent des comptoirs. Ils ont quasiment tous établi leur siège dans la capitale. J'ai rendez-vous dans cette luxueuse villa d'un quartier chic. Monsieur Patrick Gagnon, comment allez-vous? Ça va? Patrick Gagnon est un contrebandier repenti. Ce Canadien de 35 ans a réussi à exporter illégalement plus d'1 tonne d'or. Arrivé au Burkina Faso en 2011, il bâtit en un temps record Sofior, l'un des plus grands comptoirs du pays. Pour acheter un maximum d'or aux orpailleurs, il déploie un réseau de commerciaux sans précédent. La fameuse carte alors où on peut voir votre empire. Montrez-moi votre empire, monsieur Gagnon. Il n'y a pas d'empire ici, là. Parce que comment vous avez réussi à pouvoir, au plus fort de votre activité, capter autant d'or? Comment ça marche? Donc, notre premier bureau était ici à Gawa. Notre deuxième bureau, par la suite, était à Ouagadougou, qui est devenu comme notre bureau central par la suite. Sinon, ici à Banfora, à Bobo-Dioulasso, à Koudougou, l'objectif, en fait, ce serait de revenir avec une douzaine de bureaux au Burkina et puis une douzaine de bureaux en Côte d'Ivoire pour être entre 22 et 25 bureaux en tout. Entre 22 et 25 bureaux, si on a assez de liquidité pour pouvoir travailler et tout, on va pouvoir faire un 150 kilos par semaine, 175 kilos par semaine, quelque chose comme ça. Donc 175 kilos d'or par semaine. Grâce à ces volumes colossaux, Patrick attire des clients du monde entier et brasse vite des milliards. À ses débuts, il y a 3 ans, il exporte son or légalement. Il paye les taxes réglementaires aux douanes de l'aéroport de Ouagadougou. Bon, on se fait voir, veux pas, quand tu arrives avec 10 kilos ou 5 kilos ou 20 kilos d'or à l'aéroport, c'est pas n'importe qui fait ça. Puis c'est extrêmement rare que les gens font ça parce que tout le monde exporte illégalement. En cause, une fiscalité trop lourde. Pour exporter 1 kilo d'or du Burkina Faso, ça fait approximativement 500 000 francs CFA. De taxes. De taxes que ça coûte par kilo. Tandis qu'en Côte d'Ivoire, où on travaille présentement, c'est 70 000 francs CFA de taxes. Les autorités nous ont proposé d'exporter l'or sans payer toutes les taxes. Surprise! Ce sont les autorités qui ont proposé à Patrick de frauder. Et vous payez combien les autorités qui étaient corrompues? Ouh, ça varie toujours. Ça varie de la quantité. Entre 1 million et 2 millions par exportation à peu près. C'est bien dit. Et dans quelles circonstances vous faites-vous arrêter et avec quelle quantité d'or? On s'est fait arrêter avec 77,8 kilos d'or.
Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que ceux qui nous aidaient se sont retournés contre nous à un certain moment donné. Donc c'est cela. Patrick est arrêté fin 2014 à la chute de l'ancien régime. Il pense que le nouveau pouvoir a fait de lui un exemple pour montrer sa volonté d'assainir le secteur. Il écope de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 3 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le Golden Boy a repris le droit chemin. Il collabore avec le gouvernement. Sa solution pour venir à bout de la contrebande, aligner les taxes burkinabées sur celles des pays voisins. Mais Patrick n'est pas le seul à militer en faveur de l'assainissement de l'orpaillage. Retour au sud-ouest du pays, tout près de Gawa. Je retrouve Albert Rousset, l'une des grandes figures de l'orpaillage local. Albert travaille dans la légalité et possède plusieurs sites. Il dirige également l'antenne régionale du syndicat des orpailleurs. Businessman à la fibre sociale, il est convaincu que les affaires sont bonnes lorsque les ouvriers sont bien traités. Alors, il joue la carte de la proximité. Merci. Voilà, merci. C'est la tradition. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va. Ok. Et racontez-moi, qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est? Haricot avec riz. Pourquoi ils aiment bien ce plat? Parce que c'est nourrissant et puis c'est beau, c'est bien. Ça donne des forces. Ouais. Albert est avant tout un chef d'entreprise. Ici, une cinquantaine d'orpailleurs travaillent pour lui. Albert sous-loue des emplacements à des chefs d'équipe qui creusent des galeries. Et pour savoir si on a creusé au bon endroit, tester un échantillon est impératif. Voilà, ils sont en train de essayer de concasser ça. Et puis voir est-ce qu'il y a l'or. On met dans l'eau maintenant. Et en ce moment, s'il y a l'or dans ces cailloux, on commence à les mettre dans les sacs pour faire sortir. C'est comme ça. Voilà ça. Vous les voyez? Oui, je la vois. Et voilà, qui est collé dans le... Elle est grosse, hein? Oui, ça c'est de l'argent, ça. Le test est concluant. Les orpailleurs extraient le minerai et le stockent dans des sacs. Ensuite, Albert prélève un pourcentage de la production. Dans 10 sacs, moi je prélève 2 sacs. Et c'est dans 2 sacs-là que moi aussi je fais mon stock. Un trou comme ça, en moyenne, par mois, ça rapporte combien d'argent? Il y a des moments, on ne peut même pas gagner 100 sacs par mois. Et dans les 100 sacs, si on traite, tu peux te retrouver peut-être avec 3 à 4 millions, un truc comme ça. De très beaux profits, mais cette rentabilité varie d'un trou à l'autre. Albert s'en sort très bien car il se rémunère sur une vingtaine de trous. Mais pour Amadou, un chef d'équipe, c'est une toute autre histoire. Il est orpailleur depuis 10 ans et ses revenus sont bien moins importants. Bon, je n'ai pas beaucoup gagné comme ça d'abord, mais j'ai gagné un peu pour ma famille, quoi. Vous avez gagné combien? Bon, souvent. Bon, je n'ai pas gagné de passer 1 million, 2 millions comme ça d'abord, mais j'ai pris Dieu pour que gros la vienne. Dans toute sa carrière, Amadou a gagné l'équivalent de 20 000 francs CFA par mois. C'est moins que le revenu par habitant, estimé à 30 000 francs. Dans l'orpaillage, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Albert l'a compris. Pour réussir, il faut s'agrandir. Là, c'est des nouveaux trous encore, hein, ça là. Multiplier les trous, mais comment accroître la productivité? Car sur ce site, Albert a un gros problème. Les galeries sont inondées d'eau car elles sont trop proches des nappes phréatiques. Ce qui augmente considérablement les risques d'éboulement. Des accidents qui l'exposeraient à de lourdes sanctions. Ça peut même faire arrêter le site, on peut fermer même le site à cause de ça. S'il y a eu des morts d'hommes, ça cause problème, l'administration peut arrêter. Et on va vous chasser tous de quitter là-bas parce que si vous n'êtes pas organisé, vous êtes en train de tuer des gens. Ils ne veulent pas tuer des gens. Pour améliorer la sécurité des orpailleurs, Albert a fait de gros investissements. 18 pompes à eau, facturées 1 million de francs CFA pièce. Et ce n'est pas tout. Sa dernière trouvaille, des galeries anti-éboulement. Voilà, vous voyez, c'est des bétons accompagnés de fer. Voilà. Tous les propriétaires de sites font ça ou... C'est pas tout le monde, ça coûte très cher. Hein. Ça coûte trop cher, c'est pas tout le monde qui fait ça. Ça coûte combien? Ça,
n'a pas moins de 9 millions, 8 millions. Hein. Grâce à ses efforts, il a pu éviter les éboulements et améliorer la sécurité des orpailleurs. L'orpaillage a fait d'Albert un patron connu et respecté dans la région. Il s'est construit une fonderie dans laquelle il fait couler des lingots d'or. Il les revendra ensuite à des grands comptoirs basés à Ouagadougou. Voilà, j'ai 400 000 francs CFA environ dans ma main. Ça tient à ça. Je peux le garder? Ah non, ça c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi? Je peux le garder avec moi, ça? Non, mais ça, c'est des problèmes. Si tu dois garder ça va diminuer nos économies ici. C'est vos souvenirs du Burkina Faso, non? Ça devient des problèmes, hein? Ouais. Il y a quelques semaines, un important client a commandé à Albert 1 kilo d'or. Pour livrer dans les temps, l'homme d'affaires demande à ses équipes de travailler jour et nuit. Ah, ils sont là où il y a la lumière? Ouais, ils sont là où il y a la lumière. Quelques heures plus tard, au beau milieu de la nuit, je retrouve Moussa, le bras droit d'Albert. À notre arrivée sur le site, les orpailleurs sont déjà à pied d'œuvre. Bonjour monsieur. La problématique, c'est que le gisement qu'ils sont en train d'exploiter en sous-sol contient moins de minerais que prévu, ce qui les oblige à tenir des cadences très soutenues, travailler de jour comme de nuit. Donc on espère qu'ils vont remonter suffisamment de sacs de minerais d'or. Comme ça. Ici. Voilà. Je descends au fond d'une galerie à la recherche du minerai d'or. C'est vrai que le trou est très étroit. Voilà, pour l'instant ça va. C'est la première fois que j'entre dans les entrailles de la terre. Et ça commence à être impressionnant parce que je sens une légère chaleur qui se dégage sous moi. Voilà le prix qu'il faut payer. Descendre à 40 mètres de profondeur pour chercher du minerai d'or. La descente dure 5 minutes. Je dois ensuite ramper quelques mètres supplémentaires. J'ai beaucoup de mal à me frayer un passage au milieu des gaines de ventilation. Difficile de croire que les cales en bois peuvent éviter un éboulement. L'angoisse monte de plus en plus. J'arrive enfin à rejoindre les creuseurs. Il fait très chaud. Je suis en train de transpirer à grosses gouttes. Il y a un peu moins d'air disponible. C'est normal, on est à 40 mètres sous terre. Mais bon, ça, c'est les réalités de l'orpaillage. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Et pour des mesures de sécurité, on ne peut rester que 20 minutes. Ici, nous suivons 2 filets, ou bien filons, je ne sais pas. Ça n'a rien comme l'or, mais ça, par contre, il y a de l'or. Avec ça, on a descendu jusqu'ici. Et le mauvais, on le laisse en haut. Et voici ce qu'on met dans le sac là. C'est le bon là. D'accord. Qu'on met ici. Ok. Et là, il faut être un peu dur, hein. Vas-y. Comme ça. Comme ça, on casse, on regarde s'il y a trop d'or. On sait. S'il n'y a pas d'or aussi, on sait si le caillou est bon ou mauvais. Ça, c'est bon ou pas? Bon, c'est bon, mais l'or qui est là, c'est pas trop qu'on peut voir dehors comme ça. Il faut l'amener au moulin après avoir lavé avec les homos, tout ça là, qu'on extrait maintenant l'or fin. Voilà. Donc là, il y a un peu d'or. On va le mettre dans les sacs qui seront remontés à la surface. Ok.
Malgré l'eau qui inonde le fond de la galerie, les orpailleurs vont continuer de travailler. Les 20 minutes sont écoulées et ils me demandent de remonter rapidement. Ok. La remontée est plus difficile que la descente. Ok. Et puis t'indiquer un peu le chemin. Peut-être tu sortiras plus facile que la descente. Je n'ai que la force de mes bras pour me hisser. Mais ça glisse, hein? 'C'est bien accroché, ça, c'est solide. C'est très bon. 10 minutes plus tard, j'entrevois enfin la lumière. C'est bon. C'est ça. À la surface, le jour vient de se lever. Moussa me raconte que les inondations ont déjà causé la mort de 6 creuseurs. Bon, les accidents les plus graves qu'on a eu sur ce site, c'est les noyades. Parce que souvent, s'il y a l'eau dans les galeries, tu peux te noyer dedans. Quand il y a des gens qui meurent comme ça sous ta responsabilité, qu'est-ce que ça te fait? Bon, vraiment, c'est pas bon. Si vous êtes ensemble et que bon, y a un qui n'est plus, ça fait mal. Mais c'est comme ça, c'est notre travail. C'est le boulot, c'est ça. Donc il faut d'abord comprendre même ce qui veut dire un orpailleur. C'est quelqu'un qui risque sa vie pour son pain quotidien. Dure réalité qui est celle de millions d'orpailleurs au Burkina Faso. Ils paient un lourd tribut pour extraire chaque année 5 tonnes d'or en moyenne. L'État peine à contrôler ce secteur artisanal. Alors, pour booster la production nationale et mieux en maîtriser les revenus, il a décidé de faire appel aux compagnies industrielles. Je suis en train de me rendre à la mine de Bissa, l'une des plus importantes mines d'or industrielles du pays. Ces dernières années, l'État burkinabé a mené une politique volontariste visant à faciliter l'arrivée des mines industrielles. Elle a porté ses fruits puisque le pays est devenu le 4e producteur d'or de tout le continent africain. Située à 1h30 au nord de Ouagadougou, Bissa est une gigantesque mine à ciel ouvert. Dans ses cratères, d'énormes bulldozers creusent la roche pour extraire le minerai. Marcus, le directeur, vient du Canada. Il a travaillé dans d'autres pays. Selon lui, le sous-sol burkinabé est de bonne qualité. Pour une mine à ciel ouvert, entre 1,5 et 2 grammes d'or par tonne de minerai, c'est un bon chiffre. Les autres mines dans lesquelles j'ai travaillé en Afrique ont à peu près les mêmes concentrations. Qu'est-ce qu'il y a dans le camion là-bas? Ça, c'est du minerai de bonne qualité. Voilà à quoi ressemble le minerai lorsque les industriels l'extraient. Ça n'a rien à voir avec le travail des orpailleurs. Là, c'est des tonnes et des tonnes. Donc c'est une opération à très grande échelle d'extraction de l'or. Un minerai de qualité, et ce n'est pas tout. Pour attirer les investisseurs étrangers, le gouvernement burkinabé a mis en place il y a quelques années une politique incitative, en leur offrant des réductions d'impôts. Et ça marche. Les ouvertures de mines se multiplient. La production nationale explose et atteint 40 tonnes en 2016. C'est 8 fois plus que l'extraction artisanale. L'État, qui est actionnaire de chaque mine, voit ses recettes s'envoler. L'or devient une ressource stratégique qui représente 20% de la richesse nationale. Marcus est particulièrement souriant. C'est le jour de la coulée de lingots. Voici le trésor, un lingot de 18 kilos qui vaut 800 000 $. Marcus jubile, la production est en hausse et devrait atteindre 6 tonnes cette année. Vous êtes content de voir ça? C'est magnifique. Ok. Vous voulez le porter? So is Burkina Faso. Est-ce que le Burkina Faso est un Eldorado?
On peut le dire, surtout quand on porte autant d'or. Un Eldorado qui continue d'attirer les investisseurs, car d'autres mines industrielles vont bientôt ouvrir. Mais cette ruée vers l'or ne plaît pas à tout le monde. Les installations de la société minière True Gold, vous le savez déjà, ont été vandalisées par des manifestants à Namisma et à Ramatoulaye. Ce fait divers remonte à l'an dernier. Une mine industrielle veut étendre son périmètre et exploiter un gisement sous une mosquée. Elle envisage pour cela de creuser une galerie sous le lieu sacré, ce qui provoque la colère des villageois. Malheureusement, cet incident n'est pas isolé. Certains industriels déplacent des villages entiers pour s'installer. Relogés dans de mauvaises conditions, privés d'emploi, les riverains engagent de violentes représailles. Ils manifestent et saccagent les installations des mines. Comment le gouvernement gère-t-il cette crise? Pour obtenir des réponses, je rencontre le ministre des Mines. Il veut obliger les compagnies minières à payer un impôt qui financera le développement local. Et ce fonds va représenter 1% du chiffre d'affaires des différentes entreprises minières. Cet argent servira par exemple à construire des routes, cet argent servira à construire des habitations décentes pour les populations. Cet argent servira également à pouvoir développer les services de base dont les populations ont besoin, notamment l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie. Cette nouvelle taxe devrait entrer en vigueur dans quelques mois. Et ce n'est pas tout. La réforme s'attaque aussi au problème des enfants orpailleurs. Cette loi donc va certainement prévoir des sanctions pour ceux qui emploient des enfants sur les sites d'orpaillage, mais va aussi définir un cadre qui permettra donc la réinsertion donc, de ces enfants donc, dans le circuit éducatif. Le ministre s'est fixé un objectif ambitieux. Mais comment convaincre les familles de retirer leurs enfants des sites d'orpaillage? Kaya, à une centaine de kilomètres au nord de Ouagadougou. À l'école du village, c'est jour de fête. Les élèves et leurs familles assistent à un spectacle un peu particulier. Les acteurs sont tous d'anciens orpailleurs. Ils vont jouer des sketchs humoristiques qui racontent la même histoire. Travailler sur les sites d'orpaillage, c'est pas bon pour les enfants. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va. Ah, elle me rend fou cette drogue. Mais bon, elle me donne du courage pour attaquer la journée. Quelle vie de chien, l'orpaillage. J'en ai marre de casser les cailloux. Et toi, t'as trouvé de l'or ou pas? J'en ai marre d'être orpailleur. On travaille tous les jours comme des esclaves. Et tu nous payes jamais. Je veux arrêter, je veux aller à l'école. Bah non, moi je suis pas allé à l'école. Je sais pas lire et je suis heureux. Tu es belle, ma chérie. T'as l'âge de ma fille. Allez, va attendre dans ma cabane. Bah non, pourquoi? On va jouer au docteur. La représentation est un succès. Les enfants qui travaillent sur les sites d'orpaillage comprennent les dangers et veulent retourner à l'école. C'est cette femme qui a eu l'idée d'organiser ce spectacle. Léa Caboret est directrice de l'ONG Terre des Hommes. Le combat de sa vie, abolir le travail des enfants sur les sites d'orpaillage. Sa méthode, c'est la pédagogie. Et pour convaincre les familles, elle pense que l'humour est une arme efficace. Le théâtre est vivant et ça captive les esprits et il y a l'interaction aussi qui est possible parce qu'il y a des anciens orpailleurs qui jouent dans le théâtre et c'est des témoins vivants pour nous. La communication est beaucoup plus directe et ça convainc beaucoup plus. Et ça marche. Tous les mois, lors de ces tournées, la troupe sensibilise de plus en plus de familles dans la région. Grâce à ce mode de communication innovant, Léa fait évoluer les mentalités. Les parents lui demandent de l'aide pour scolariser leurs enfants. Léa a donc ouvert un centre de formation spécialisé dans le village. Là, on est au centre ECOM. ECOM, ça veut dire école communautaire. Et au niveau de ce centre, le projet PILTEM
à retirer une cinquantaine d'enfants qui sont en train de suivre des cours de rattrapage scolaire, parce que ce sont des enfants qui ont dépassé l'âge d'être scolarisés, qui ont entre 9 et 15 ans et qui étaient sur le site d'orpaillage. Bonjour. Ouais. Bonjour, monsieur l'ancien. Voilà. Bonjour. Ça va? Ici, le professeur donne les cours en langue morée, ce qui permet aux enfants d'apprendre à lire et à écrire rapidement. En quelques mois seulement, ils sont capables d'écrire leurs prénoms, des progrès qui émeuvent beaucoup Léa. Tenez. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir les progrès qu'ils accomplissent alors? Oui, on est content et on a envie de croire qu'on peut faire des miracles. Ouais. C'est de petites choses, mais qui changent la vie d'enfants. Quant à ces enfants, ils en ont définitivement fini avec l'orpaillage. Ici, on leur apprend à rêver d'une autre vie. À 9 ans, Zachary a déjà trouvé sa vocation. Quand tu seras grand, tu veux faire quel métier? Moi, je veux être mécanicien. Cette réussite, Léa rêve de l'étendre dans tout le pays. En attendant, la troupe de théâtre n'en a pas fini de sillonner la région et de prêcher la bonne parole. Si elle parvient à trouver les financements nécessaires, Léa Kaboré ouvrira un deuxième centre dans quelques mois. L'enquête touche à sa fin. Elle a révélé que l'or est une ressource hautement stratégique pour le Burkina Faso, une manne qui fait vivre des millions de personnes. Mais l'orpaillage apporte aussi son lot de tragédies et une meilleure régulation du secteur pose de sérieux défis. La bonne nouvelle, c'est que les autorités mettent en place des réformes qui permettront peut-être au plus grand nombre de mieux tirer profit des revenus de l'or.